Lorsque l'on parle de la relation entre la France et l'Allemagne, trop souvent on s'intéresse aux dirigeants, à leurs gestes symboliques, à leurs sommets, éventuellement à leurs mésententes personnelles. Mais d'abord, leur marge de manœuvre, en fait, est assez étroite. Et puis, de toute façon, ce n'est que la surface des choses. Donc, un anniversaire comme celui du traité de l'Élysée donne l'occasion de rappeler que les relations entre les deux pays sont multiformes. Je vais donc vous décrire tout à fait concrètement comment se tricote le fondement même de la relation entre ces deux grands pays. Et cela ne se voit pas forcément. Et puis, dans un deuxième temps, j'évoquerai les tensions qui sont plutôt de retour entre les deux pays depuis une dizaine d'années. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale se pose évidemment la question comment reconstruire la relation entre les deux États, comment se réconcilier. En 1957, après un premier rapprochement autour du charbon et de l'acier, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signent les traités de Rome. Ensemble, ces pays établissent une communauté économique européenne qui va devenir plus tard l'Union européenne. C'est donc dans un tel contexte européen que se reconstruisent les relations franco-allemandes. Mais cette relation bilatérale est spécifique en raison de l'histoire et doit donc aller plus loin que l'amorce de la construction d'une Europe plus unie. Eh bien, c'est ce que met en place le traité de l'Élysée. Et lorsque De Gaulle, président de la République française, et Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne, signent ce traité de l'amitié franco-allemande, le 22 janvier 1963, au palais de l'Élysée, c'est au terme d'un long travail préparatoire. Les deux hommes ne fixent pas d'obligation de résultat, mais en revanche, ils fixent des procédures. Car après un tel gouffre, une réconciliation ne peut se faire que sur des bases concrètes, spécifiques, juridiques, procédurales. Il n'y a pas de déterminisme historique, il s'agit de montrer que ce sont les hommes qui font l'histoire et non pas l'inverse. Voyons quelles sont les traductions concrètes de ce traité. De nombreuses institutions ont été mises en place. Par exemple, est-ce que vous connaissez l'Office franco-allemand de la jeunesse? Dès sa création, il a servi à reconstruire la relation à partir d'un investissement sur la jeunesse et donc faciliter les échanges d'élèves entre les deux pays, du primaire au supérieur. Aujourd'hui, plus de 6 000 jeunes Français font leurs études en Allemagne, qui se place au 3e rang des pays d'accueil des étudiants français. Et en sens inverse, plus de 8 000 jeunes Allemands font leurs études en France, qui se place au 6e rang des pays d'accueil des étudiants allemands. Au-delà, l'université franco-allemande est un réseau de 145 établissements proposant des formations intégrées qui ouvrent sur un diplôme binational. La France et l'Allemagne sont aussi les seuls pays au monde à avoir une télévision en commun, binationale, bilingue. Elle se nomme Arte et a été fondée là aussi par un traité signé entre le chancelier allemand Helmut Kohl et le président français François Mitterrand en 1990. Pour le 40e anniversaire du traité de l'Élysée, donc en 2003, a été établi auprès des deux gouvernements un secrétariat permanent pour les relations franco-allemandes. Il y a aussi l'importance du réseau du Goethe-Institut en France et celui de son équivalent, l'Institut français, en Allemagne. Ces deux organismes exportent les cultures allemandes et françaises par des cours de langue, des conférences, des échanges interculturels. Par exemple, le nombre de coproductions cinématographiques franco-allemandes a triplé entre 2000 et 2010. Le théâtre allemand aussi est très présent en France, et inversement. Donc, on a des liens culturels forts entre les deux pays. Mais pas seulement, parce que, à eux seuls, ces deux États représentent un quart de la superficie de l'Union européenne, 30% de la population de l'Union européenne, 37% du PIB de l'Union européenne à 27. Les deux pays fournissent 36% du budget européen. Ils représentent 23% des sièges au Parlement européen et moins de 17% lors du vote au Conseil de l'Union européenne. Donc on comprend que malgré son poids au sein de l'Union européenne, le couple franco-allemand n'est pas tout puissant en termes de décision. En tout cas, les deux pays sont étroitement liés aussi par la complémentarité de leurs économies. Par exemple, l'Allemagne est le premier client et le premier fournisseur de la France, et la France est le premier client de l'Allemagne et son 3e fournisseur. L'Allemagne est le premier investisseur étranger en France. Plus de 3 000 entreprises allemandes sont implantées sur le territoire français, employant 320 000 personnes. Elle se situe principalement à Paris, en Île-de-France, en Alsace, mais également en Lorraine,
en Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La présence allemande est particulièrement forte dans l'automobile, la chimie, la métallurgie et la mécanique. La France, elle, est le 5e investisseur en Allemagne. On compte 3 700 entreprises françaises en Allemagne qui emploient 328 000 personnes. L'implantation française est concentrée à l'ouest du pays, en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Bade-Württemberg, dans la Hesse, en Bavière. Et ces 4 Länder concentrent les 2 tiers des entreprises et des emplois. Mais l'implantation française prend aussi de l'ampleur en Allemagne orientale, à Berlin, dans la Saxe, le Mecklembourg-Poméranie occidentale et le Brandebourg. Les investissements français vont principalement dans l'industrie chimique, notamment pharmaceutique, dans le secteur automobile, le luxe, le transport logistique, mais aussi l'aéronautique avec bien sûr EADS et la défense. Voilà donc qui me conduit à évoquer maintenant les relations franco-allemandes dans le domaine militaire. D'un côté, on a eu la mise en place de la brigade franco-allemande, toujours sous Kohl et Mitterrand, dans l'esprit du traité de l'Élysée. Elle compte 6 000 hommes, répartis sur l'Alsace, la Lorraine et le Bade-Württemberg. Il faut aussi noter le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2009, et cela a plutôt rapproché les analyses stratégiques entre les 2 pays. Mais en même temps, en 2011, au moment de l'intervention aérienne au-dessus de la Libye, la France participe aux opérations militaires, tandis que l'Allemagne se tient à l'écart. Et cela indique 2 choses. D'abord des divergences entre Berlin et Paris dans les analyses de situation, et la volonté de la France de pouvoir aussi avoir une relation stratégique avec le Royaume-Uni, avec qui les opérations aériennes sont conduites au-dessus du territoire libyen, dans le cadre de l'OTAN et avec le support logistique aérien américain. Bien, voilà en résumé quelques-uns des fondamentaux de la relation franco-allemande. Il y a donc les institutions, il y a l'économie et le commerce, en somme il y a ce qui est permanent. Mais il y a aussi les configurations extérieures qui changent. Car on assiste en fait à un retour des tensions, non pas entre Français et Allemands, mais entre les politiques françaises et allemandes, car il y a eu en effet plusieurs évolutions. Et la première, c'est le déplacement du centre géographique de l'Europe, et cela on peut très bien le suivre sur une carte. En 1989, c'est la fin du rideau de fer. En 1990, l'Allemagne est réunifiée. En 1991, on a la fin du bloc soviétique. Et cette réunification de l'Allemagne rapproche le pays de l'Europe dite centrale. Et cela se traduit de plusieurs manières. Pour l'Allemagne, les relations avec la Pologne et avec la France sont mises sur un pied d'égalité pour former ce qu'on appelle le triangle de Weimar, un forum politique de concertation et de rapprochement, mais cette fois entre les 3 États. L'élargissement de 2004 a institutionnalisé l'entrée dans l'Union européenne de l'Europe que l'on appelait avant Europe de l'Est, donc une Europe médiane et orientale, désormais plus proche de l'Allemagne que de la France. En 2005, les référendums sur la Constitution européenne, là aussi, créent des distances. La France, de même que les Pays-Bas, on s'en souvient, vote non, ce qui ne manque pas d'interroger les Allemands et les autres Européens sur l'adhésion des Français au projet européen. Car la relation franco-allemande a aussi une dimension dans le contexte de l'Union européenne. Et là aussi, les choses ont changé. Première divergence. En juillet 2008, à Paris, a lieu le sommet fondateur de l'Union pour la Méditerranée. Elle compte 44 membres, dont la Ligue arabe et les 27 États membres de l'Union européenne. Et pourtant, dans un premier temps, le projet français prévoyait que seuls les pays riverains de la Méditerranée pourraient avoir le statut de membres à part entière, avec en plus le Portugal, la Mauritanie et la Jordanie. Les autres États européens étaient relégués au statut d'observateurs. Mais sous la pression de la chancelière allemande, qui exige que l'ensemble des États membres de l'Union européenne soient membres à part entière de l'Union méditerranéenne, le projet français est révisé et devient alors Processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée. Deuxième divergence, cela fait maintenant une dizaine d'années que l'économie allemande a largement dépassé l'économie française. D'abord par la compétitivité. Le rapport 2012 du World Economic Forum sur la compétitivité indique que l'Allemagne se classe en 6e position, alors que la France n'occupe que la 21e place. Et aussi par les exportations. 450 milliards d'euros pour la France en 2011, 1180 milliards d'euros pour l'Allemagne. On parle même de décrochage français pour l'économie, et cela ne fait qu'ajouter aux tensions qui s'expriment entre les 2 pays sur la gestion de la crise économique mondiale et européenne. Car Paris et Berlin
sur l'euro et sur la politique économique en Europe ont des visions qui divergent. Or, le paradoxe, c'est que justement, parmi les 27 membres de l'Union européenne, seules la France et l'Allemagne sont capables d'initier des avancées dans le domaine monétaire et dans le domaine de l'intégration de l'Europe. Car ces avancées, évidemment, on ne peut pas les attendre de Rome, de Madrid et encore moins de Londres. Le moteur, comme on dit, a toujours été franco-allemand, mais va-t-il le rester? En tout cas, les deux pays ne pourront pas faire l'économie d'une réflexion approfondie sur l'avenir de la construction de l'Europe politique. D'autant plus que ses compétences et ses pouvoirs, notamment coercitifs, ont été renforcés pendant les années 2011-2012. Et c'est bien la construction de cette Europe politique, c'est bien l'intimité entre la France et l'Allemagne qui a permis de transformer toute tension en négociation, puis en compromis, au lieu justement de déboucher sur la guerre. Sauf que ce récit vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des étudiants, des générations qui viennent, ne fonctionne plus. Le discours Europe facteur de paix ne fonctionne pas. Il faut trouver aujourd'hui un autre récit pour la construction de l'Europe. Et puis, il y a la relation bilatérale, proprement franco-allemande. Eh bien, l'Allemagne a-t-elle encore véritablement besoin de ce couple ? La prise en compte de son destin national, après tout, ne passe peut-être plus par ce binôme, ne passe peut-être plus par la construction de l'Europe politique. L'économie allemande semble tellement en avance par rapport à celle des 26 qu'elle semble forcer le train au risque de laisser ses partenaires derrière. Eh bien, en cette année anniversaire, il est peut-être tout à fait nécessaire, d'autant plus, de signer un nouveau traité de l'Élysée. Ainsi, nous pourrons en faire le bilan ensemble en 2063.